Bonsoir tout le monde. Donc, bienvenue à la première soirée management, donc organisée par les L3 Management de l'UFR STAPS Dijon-le-Creusot. Nous allons remercier l'Université de Bourgogne et le directeur de l'UFR STAPS, Lionel Gronier. Et nous saluons les professeurs dédiés au management et nous saluons la présence de Jean-Jacques Renier, qui est directeur du CRSU. Monsieur Graillot, pouvez-vous nous expliquer le déroulement de cette soirée? Merci, on va remercier Noémie qui a été non pas bisutée, mais en tout cas a fait preuve d'improvisation de compétences. Voilà, alors cette soirée en 2 temps, en 3 si on s'accorde à compter le petit vin d'honneur, ou en tout cas le petit pot d'après. On a la chance d'avoir avec nous Dieter Hilleret, qui est ici, qui est d'abord quelqu'un attaché à l'innovation, à l'entrepreneuriat. Vous verrez les mots-clés qu'il aura plaisir à vous rappeler plusieurs fois. N'ayez pas peur. Entreprendre, c'est pas seulement du juridique, du papier, de la paperasse, des taxes. C'est un peu la mode en ce moment d'être contre les taxes. Mais c'est surtout l'envie. Et je chipe un mot déjà dans le titre de l'intervention de notre intervenant conférencier ce soir. L'envie et l'esprit, l'état d'esprit qui peut être le vôtre, qui doit être le vôtre pour réussir dans la vie, pour avoir aussi un projet, évidemment professionnel, ça nous arrangerait. Si c'est un projet ludique, c'est bien, mais si c'est professionnel, tant mieux. Donc je vais rapidement passer la parole à Dieter qui, pendant 40-45 minutes, va nous permettre d'y voir plus clair ou d'être persuadé qu'il faut s'engager dans la vie pour réussir. On verra s'il y a d'autres personnes qui peuvent apporter un témoignage, si dans la salle il y a des entrepreneurs ou des gens qui ont été invités à nous rejoindre et puis qui ne seraient pas faits, je les vois rapidement, je vois beaucoup d'étudiants. Et puis ensuite, questions-réponses. Alors, à brûle-pourpoint, on peut y aller sans peur, n'hésitez pas. On en profite, parce qu'une fois que la soirée est finie, j'aurais dû poser une question. C'est trop tard. Donc il faut le faire maintenant. Quand c'est chaud, il faut le faire. D'accord ? Et puis après, donc, on débriefera ensemble, peut-être un petit peu les profs et puis les étudiants, vous pourrez aussi rester un petit peu en dehors de l'amphi. Voilà. Je ne vais pas en dire plus, j'en ai déjà dit beaucoup. Merci à Noémie, merci à Dieter. Passons une bonne soirée, c'est grâce à vous. À tout de suite. Merci Alain. Donc Alain a déjà fait un peu les présentations, donc elles sont au tableau. En 2 mots, donc je suis à Clermont-Ferrand, ça c'est aussi écrit. Je me considère un peu comme un hybride dans le sens où au départ je suis un STAPS, en fait je suis un faux STAPS. J'ai monté une formation maintenant il y a plus d'une quinzaine d'années qui était orientée vraiment sur l'innovation, sur la gestion de projets innovants. Et puis peu à peu, la notion d'entrepreneuriat s'est dégagée et au fil des ans, un certain nombre d'étudiants en sortant de la formation ont créé un certain nombre d'entreprises, un certain nombre de marques. Une que vous connaissez certainement qui s'appelle Urban Soccer. Donc le DG aujourd'hui, 450 salariés, c'est quelqu'un qui est sorti de la formation maintenant il y a une quinzaine d'années. Si je vous parle Modugame, Oxitis, Diafana, enfin je pourrais vous en citer une petite liste. Et donc depuis maintenant 3 ans, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, donc ce master a basculé à l'École universitaire de management, à l'IAE, dont le titre est aussi inscrit au tableau. Donc il y a une composante forte autour du sport, mais aussi a ouvert à deux nouveaux secteurs entrepreneuriaux, à savoir la santé, mais la santé dans toute sa globalité, c'est comme le sport, c'est énorme. Donc plutôt dispositif médical, prévention, nutrition, et la notion de qualité de vie, c'est tout ce qui concerne la mobilité, les objets nomades, le smart city, le confort au travail. Finalement, c'est aussi des secteurs qui sont très ouverts en termes de création d'activités, donc création d'entreprises, mais également en termes de création ou lancement d'innovation. Alors, je remercie aussi Patrick et Anne-Marie pour m'avoir demandé de faire une petite intervention sur l'entrepreneuriat. Alors, quand ils m'ont dit l'entrepreneuriat du sport, je me suis dit, oh là là, c'est beaucoup de choses.
Et en réfléchissant un peu, et puis un peu grâce à l'expérience que j'ai acquise depuis maintenant quelques années, je viens de le dire, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui pourrait intéresser de toute façon tous les étudiants, c'est justement l'esprit et l'envie d'entreprendre. C'est quelque chose qui doit être ancré, hein, c'est le développement, le fil conducteur de mon intervention. Alors dans une première partie, je vais vous expliquer évidemment ce que je considère comme étant de l'entrepreneuriat, et pas forcément dans le sens où vous l'entendez que dans le sens création d'entreprise, et surtout j'ai entendu dire sur l'approche juridique, le mot juridique je crois que je ne vais jamais l'employer dans mon intervention, mais ça concerne aussi beaucoup d'autres choses hein, que la création d'entreprise, et derrière il y a cette fameuse envie, hein, cet esprit d'entreprendre qu'il faut acquérir, et en particulier chez les jeunes, puisque c'est pour moi quelque chose qui est de l'ordre de la valeur ajoutée quand vous allez rechercher des stages ou vous voulez rechercher un emploi. Donc l'entrepreneuriat nécessite évidemment quelques peut-être précisions au départ, hein, puisque c'est comme l'innovation, c'est quelque chose qui est d'assez flou, on y met beaucoup de choses, et surtout parfois des mauvaises choses, et donc ça nécessite peut-être de quelques précisions. Alors je vais vous le définir de 3 façons complémentaires. Donc la première, c'est d'abord une initiative qui sera portée par un ou plusieurs individus construisant ou saisissant une opportunité, la notion d'opportunité est importante, dont le profit n'est pas nécessairement d'ordre pécuniaire, puisqu'il peut aussi s'agir donc de recherche d'une profitabilité d'ordre social et humain. Ça, c'est un point important et qui, tout de suite, je dirais, va faire différencier entre ce qui est de l'ordre de ce que les Américains appellent le business entrepreneurship et de ce qu'on appelle, surtout aussi côté anglo-saxon américain, le social entrepreneurship, hein, qui est aussi de l'ordre de l'entrepreneuriat. Alors ça, de notre côté, le vieux continent, l'Europe, on en parle beaucoup moins. Et pour autant, alors je vais parler un peu quand même, je dirais, de la recherche là-dessus, et notamment une chercheuse qui s'appelle Vanessa Ratten, qui est un peu la pionnière en entrepreneuriat du sport. Elle nous dit que essentiellement l'entrepreneuriat du sport ou dans le sport tient dans l'entrepreneuriat social, hein, et que finalement l'entrepreneuriat social c'est l'entrepreneuriat du sport. Donc ça c'est un premier point important à signaler. Le deuxième point important, qui est là aussi issu de 2 chercheurs américains qui s'appellent Wienerker et Turing, qui nous disent que pour eux, l'entrepreneuriat, c'est la capacité, la volonté d'une équipe d'individus de percevoir et de créer de nouvelles opportunités économiques en dehors, important, des organisations existantes. Alors, on peut être à la fois d'accord, dans le sens où effectivement on va créer quelque chose, on part de rien. Pour ceux qui ont fait du marketing, on peut faire un rapprochement très facile avec l'océan bleu, il n'y a rien. Mais en même temps, c'est à mon sens non suffisant, parce que l'entrepreneuriat s'exprime aussi à travers d'autres types de comportements de création ou de créativité, à savoir, je ne vais pas rentrer dans le détail, ce qu'on appelle l'intrapreneuriat, hein, la gestion de projets à l'intérieur d'une entreprise, ce qu'on appelle l'extrapreneuriat, l'essaimage, mais il y a également la reprise et la transmission d'entreprise, il y a le licensing et la franchise, et il y a également, un terme un peu compliqué, qui est la contraction de l'association et de l'entrepreneuriat, qu'on va appeler l'associanariat. Hein, donc c'est aussi tout ça de l'entrepreneuriat. Et donc finalement, ça voudrait dire que l'entrepreneuriat ne concerne pas que la création d'entreprise. Hein, je dis souvent à mes étudiants, la création d'entreprise, finalement, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Mais derrière, il y a toute une philosophie qui est justement plus de l'ordre, de l'esprit et de l'envie d'entreprendre. Hein, et c'est pour ça que je vais m'attarder là-dessus. Alors, il y a 2 autres chercheurs qui, aussi encore anglo-saxons, l'entrepreneuriat, je dirais, en France, c'est quelque chose de quand même un peu plus récent, en tout cas, l'entrepreneuriat du sport. Donc Stevenson et Gunther, qui, dans un ouvrage de 85, The Earth of Entrepreneurship, hein, donc la vie de l'entrepreneur, il cite « L'entrepreneuriat ne se réduit surtout pas à la création d'entreprise. Hein, je répète, l'entrepreneuriat ne se réduit surtout pas à la création d'entreprise. En d'autres termes, l'entrepreneuriat concerne tout projet de création d'activités nouvelles. Donc ça, c'est un point, il me semble, vraiment important. Et puis la troisième et dernière façon, qui est peut-être plus la définition que je donnerai moi, l'entrepreneuriat qui englobe un ensemble de faits et d'événements contribuant à l'émergence d'activités nouvelles
ou d'organisations exploitant des activités nouvelles. Donc en ce sens, l'entrepreneuriat serait vraiment fortement associé aux notions de projet d'entreprendre et de projet de création. Donc on n'est plus seulement dans la création d'entreprise. Évidemment, il y a la création d'entreprise, mais il y a beaucoup de choses derrière qui, à mon sens, sont beaucoup plus importantes. On travaille évidemment sur les concepts novateurs, sur des réponses à des opportunités. Puis si ces opportunités-là n'existent pas sur le marché, je prends toujours le mauvais exemple ou le bon exemple d'Apple. Donc Apple a le don de nous faire croire, par rapport à des opportunités sur leur dernière production, de nous faire croire que ce qu'ils nous désignent comme étant une nécessité est vraiment quelque chose de fondamental. Donc tout ça pour dire que Apple est très fort dans le marketing et nous vendre du rêve et nous faire croire qu'il y a une nécessité pour parfois des choses qui sont un peu futiles. Alors, pour en revenir de plus en plus par rapport à ce que le titre, je dirais, de mon intervention, donc on va dire que, et ça vous l'aurez compris maintenant, que l'entrepreneuriat, c'est d'abord développer la fibre entrepreneuriale ou l'esprit d'entreprendre, à travers la volonté et le désir de créer quelque chose de nouveau qui réponde à un besoin. C'est également donc rendre possible un projet de création. Donc on parle ici de passage à l'acte, à travers éventuellement, mais pas toujours, nous venons de voir, la création d'une nouvelle entreprise ou d'une nouvelle entité. En d'autres termes, à travers la notion d'entrepreneuriat, il faut surtout voir un état d'esprit positif qui pousse les individus dans des projets originaux qui visent la recherche du mieux, du différent, de l'original et l'innovation. Donc l'esprit d'entreprendre serait donc à la fois un ensemble de comportements qui doivent permettre l'émancipation et en même temps permettre l'expression individuelle, c'est-à-dire parvenir à imposer ses idées, c'est-à-dire à concrétiser sa propre façon de voir le monde et les choses. Alors ça, c'est un point important. Et d'ailleurs, l'esprit d'entreprendre a été reconnu comme l'une des 8 compétences clés définies par l'Union européenne pour la formation tout au long de la vie. Et je cite, donc pour l'Union européenne, à travers un de ses textes, donc l'esprit d'entreprendre, c'est esprit d'initiative qui consiste en la capacité à passer des idées aux actes. Il suppose créativité, innovation et prise de risque, ainsi que la capacité à programmer et gérer des projets en vue de réalisation d'objectifs. Il est le fondement même de l'acquisition de qualifications et de connaissances plus spécifiques dont ont besoin tous ceux qui créent une activité sociale ou commerciale ou qui y contribuent. Donc vous avez ici très bien résumé ce que l'on doit chercher à travers ici, derrière plutôt l'esprit d'entreprendre. Donc finalement, on pourra donc commencer à dire que si on commence à chercher à définir l'esprit d'entreprendre, c'est vraiment une volonté d'agir pour créer du changement. Donc là, le lien avec l'innovateur et l'innovation est très forte. Créer du changement, de la nouveauté et surtout réaliser ses propres projets. Donc d'où l'envie d'entreprendre. Et là, évidemment, ça sous-tend le développement d'attitudes entrepreneuriales qui sont importantes, significatives, qui vont permettre aux personnes de se construire une personnalité entreprenante tout au cours de sa vie. Et ça, c'est aussi un point qui est vraiment fondamental. Et donc, elle est d'autant plus fondamentale que pour certains, je reviens à certains auteurs, notamment américains, qui nous disent que finalement, cet esprit d'entreprendre, il devrait apparaître dès le plus jeune âge, à l'école. Le plus tôt possible, justement, puisqu'on est vraiment dans un état d'esprit qui est orienté vers le nouveau, le changement, etc., la valorisation de ses idées. Alors, il est peut-être aussi très rapidement donc nécessaire de faire la distinction entre deux notions, pour ceux qui font du management, je sais que vous êtes assez nombreux à en faire, de ce qui est de l'ordre de l'esprit d'entreprise et de l'esprit d'entreprendre. C'est une question qu'on peut se poser. Alors, moi ici, je pense qu'il y a une grande différence
L'esprit d'entreprise s'appuie d'abord beaucoup sur les théories économiques, sociales et organisationnelles, par exemple sur la théorie des organisations, les théories managériales. Elle fédère d'abord l'ensemble des parties prenantes d'une organisation existante, en premier lieu les salariés entre eux, et puis les salariés avec leur hiérarchie ensuite. L'esprit d'entreprise renvoie donc à des notions relatives au bon fonctionnement de l'organisation, donc son mode de management, sa performance, sa politique, sa philosophie, etc., ainsi qu'un ensemble d'attitudes relatives à l'efficacité organisationnelle et fonctionnelle des salariés. Et pour aller juste un peu plus loin, donc moi je pense que c'est un point important, que l'esprit d'entreprise seul développe rarement la créativité, mais plutôt le conservatisme. Tout l'inverse, tout le contraire de l'esprit d'entreprendre, qui pousse les individus. Là, je cite deux grands chercheurs et auteurs de référence qui s'appellent Hirschich et Peters, qui ont beaucoup travaillé donc, sur l'entrepreneurship, donc aussi des Américains, qui nous disent que finalement, l'esprit d'entreprendre, c'est ce qui pousse les individus à innover, à initier des projets porteurs d'originalité. De fait, l'esprit d'entreprendre s'appuie beaucoup sur les sciences humaines, par exemple sur les théories comportementalistes, praxéologie, cognitive des individus. Donc on n'est pas, de mon point de vue, sur le même registre. Donc une fois qu'on a dit ça, eh bien, on peut donc dire que finalement, l'esprit d'entreprendre pousse les individus à s'engager personnellement, mais pas que. Lorsqu'on est dans une équipe projet justement qui vise à créer une entreprise, c'est souvent 2, 3, 4, parfois plus, là ça pose d'autres problèmes, sur la voie de la différence et de l'originalité. Donc la principale motivation est une inscription dans le changement et la durée, notamment en innovant et en créant. Et deuxième point, l'esprit d'entreprendre renvoie aux notions de prise de risque. Ça c'est un point vraiment important. De sens, de responsabilité du devoir, à l'autonomie, à la capacité à identifier les opportunités créatrices de valeur ajoutée. Alors, maintenant, si on va encore un tout petit peu plus loin, on n'ira pas trop loin non plus, ce n'est pas le but, on va pouvoir dire que finalement, l'esprit d'entreprendre repose sur un processus projectif et visionniste. La vision est quelque chose de vraiment important, à la fois chez l'entrepreneur et l'innovateur, et a fortiori donc, derrière l'envie et l'esprit d'entreprendre, donc un état d'esprit positif. Donc l'esprit d'entreprendre permet à un individu, entrepreneur ou pas, finalement, à percevoir dans l'environnement, d'une part, des potentialités de gains économiques, mais pas que, on l'a vu, distinction entre entrepreneurship business et puis entrepreneurship social, et d'autre part, des potentialités de réalisation de soi avec une vision souvent, voire fortement, positive du monde et des choses. Ça, c'est le premier point, qui n'était pas d'ailleurs. Donc le deuxième point, c'est une façon d'agir et de penser comme les entrepreneurs. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Moi, je pense qu'en c'en est une. Alors, pourquoi? Parce que ce qui constitue l'agir des entrepreneurs, c'est leur capacité à sentir, à identifier, exploiter les opportunités avant les autres. Ça, c'est un point important. Et même dans la littérature académique, il est trop souvent écrit que les entrepreneurs ne raisonnent pas et n'agissent pas comme le commun des mortels. Ils sont capables de sentir et voir les choses avant tout le monde, notamment les opportunités qui se présentent à eux. Ils transforment ensuite ces opportunités en nouveaux produits, services, équipements, ce que vous voulez, il y a beaucoup de choses derrière, mais également parfois aussi en nouveaux marchés, en combinant les ressources dont ils disposent, ou, s'ils ne l'ont pas, ils vont les chercher. Troisième point qui me semble important, c'est que cet esprit d'entreprendre repose sur un cumul d'aptitudes et d'attitudes potentielles qu'il s'agit souvent de réveiller ou de révéler. Alors, l'esprit d'entreprendre est, quoi qu'on en pense, de mon point de vue en tout cas, ancré génétiquement chez chacun d'entre nous, un peu, je fais des cours de créativité, que la créativité est aussi génétiquement ancrée chez nous. Le problème, c'est qu'on l'ignore, ou en tout cas, on pense qu'on n'a pas. Donc, sa présence fait défaut. Parfois, ce n'est pas notre faute, c'est notre éducation, notre culture et notre système de pensée qui fait que finalement, on pense que cet esprit n'est pas en soi. Donc,
tous les individus qui, à partir d'un projet, désirent changer les choses, développent l'esprit d'entreprendre. Donc ça, c'est... et là, on va commencer à parler, alors les chercheurs parlent du potentiel d'agilité entrepreneuriale que l'on a ou pas, mais je viens de vous dire qu'on l'a plutôt. Il s'agit encore une fois de le révéler, et on peut le révéler grâce à l'apprentissage, et heureusement, et notamment à l'université, j'y reviendrai, chose que de plus en plus les universités cherchent à faire, à développer. Une auteure française, du coup, ici, qui s'appelle Caroline Verzat, qui est une principale pionnière en entrepreneuriat, en tout cas en francophone, dans un article qui est déjà qui est tout dans le titre, « Esprit d'entreprendre, es-tu là ?» point d'interrogation. Et elle nous dit qu'il s'agit d'une disposition de base qui concerne l'ensemble de la population et qui est censée faire naître des comportements entreprenants. Donc ça, c'est aussi, je dirais, un point central. L'esprit d'entreprendre, c'est également savoir rêver ou se donner les moyens de rêver. Oui, je regarde si je suis toujours au bon timing. Et là, je vais citer un autre auteur qui s'appelle, sur un ouvrage tout récent, qui s'appelle Luc Boinard, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Ascension d'un alpiniste et chef d'entreprise engagé ». Et il nous dit qu'avant de rêver d'entreprendre, il faut avoir appris à rêver. Car en rêvant, des tas d'idées surgissent qui deviendront projets. L'entrepreneuriat est un rêve perpétuel. Donc, en tant qu'effort mental internalisé, c'est ce que je suis en train de vous montrer, l'esprit d'entreprendre est parfois lourd à mettre en œuvre. Il faut être réaliste. Et c'est bien là toute la difficulté. Comment quitter les schémas de la pensée logique? Comment abandonner ses habitudes? Comment lutter contre les fins persistants et ce qu'on appelle l'entropie? Comment endurer le jugement, le regard et l'opinion des autres? Comment supporter l'arrogance du spécialiste et la suffisance de l'expert? Les obstacles sont finalement nombreux. Alors, optimiste, ce même auteur, Luc Boinard, nous dit, en parlant des jeunes, de vous, nous dit que finalement, le côté entrepreneurial des jeunes 2.0, écoutez bien, se manifeste à travers le reconditionnement de toutes les idées anciennes et quand ils bousculent tout sur leur passage. Et je le cite là aussi, ils ubérisent la pensée, les pratiques, les us et les coutumes. D'ailleurs, le mot coutume ne fait pas partie de leur jargon. Le vocabulaire, c'est avenir, futur, disruption, innovation, partage, collaboratif. Ils créent des startups sur une idée, un concept, à toute vitesse. La notion d'hyper-rapidité est inhérente à leur génération, à votre génération. Ils savent que leurs idées peuvent germer dans le garage d'à côté ou dans une chambre à l'autre bout du monde. Et qu'il suffit d'un ordinateur, de quelques logiciels et des talents de programmation pour lancer l'aventure. Les contraintes réglementaires et administratives, et il dit, ça on verra plus tard. Alors, et c'est presque un peu provocateur, dans la vie, il y aurait, au regard de l'esprit d'entreprendre, deux catégories de personnes. Tout d'abord, ce que certains chercheurs appellent les personnes orientées État. Alors, ce sont les personnes qui reflètent l'inertie de l'inaction et qui ont une relation statique avec leur environnement et la société. Et puis, vous l'aurez compris, à l'inverse, il y a ensuite les personnes orientées action. Et les personnes orientées action agissent de façon dynamique avec les choses et ont une relation d'échange non statique avec leur environnement et la société. Pour eux, ils intègrent le changement et vont faire le choix d'activités créatrices et innovantes. Bien entendu, vous l'aurez compris de vous-même, l'entrepreneur appartient plutôt d'abord à cette deuxième catégorie de personnes. Elles choisissent de faire les choses autrement. Alors la question qu'on pourrait vous poser, c'est et vous, à quelle catégorie appartenez-vous? Donc, il faudra un peu réfléchir là-dessus. Alors, maintenant, on arrive peu à peu, évidemment, au nœud, au cœur, je dirais, de mon intervention. Et qu'est-ce qui se passe dans le sport? Alors, dans le secteur des SAR, moi j'appelle ça les SAR. C'est peut-être un terme que vous ne connaissez pas, que je définis comme étant les sports et activités en relation. Je ne rentrerai pas dans les détails.
Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'activités qui sont de l'ordre du récréatif, du ludosport, etc. Donc c'est pour intégrer tout ça. Donc l'esprit d'entreprendre concernerait toutes les formes d'expression d'initiative individuelle ou collective, relevant des secteurs publics ou marchands, mais aussi associatifs. Alors parce que l'esprit d'entreprendre correspond à la fois à une nécessité sociale, on l'a un peu vu, à la fois à une nécessité culturelle et à la fois à une nécessité économique. Cette dernière notion est le fondement même de la compétitivité. Le secteur des SAR, sport, activité, relations, est l'un des domaines où finalement il s'exprime le mieux cet esprit d'entreprendre. Et croyez-moi, bien devant nombre de secteurs, d'autres secteurs d'activité économique industrielle. Donc les étudiants en STAPS sont, je dirais, moi je le vois maintenant, parce que j'ai beaucoup d'étudiants qui viennent de sciences de gestion, ont sur ce point-là en tout cas un net avantage par rapport à votre culture, enfin la culture que vous avez, et puis par rapport à des notions, que je développerai tout de suite à travers quelques cas, de la compétitivité, la hargne, la rage de réussir. Ça c'est vraiment important dans l'esprit d'entreprendre. Donc, l'esprit d'entreprendre est bien l'un des piliers de l'entrepreneuriat du sport, mais, et je reviens à donc, Vanessa Ratten dont j'ai parlé tout à l'heure, du sport en général. C'est assez fort ce que je dis, c'est-à-dire que l'esprit d'entreprendre, c'est même dans les fondements du sport. Alors, je prends ici le cas spécifique des sportifs de haut niveau. Les sportifs professionnels, une reconversion dans quelque chose qui soit plus axé sur la performance est une question qui se pose toujours à un moment ou à un autre, je dirais, de leur carrière. Alors, pour beaucoup, une reconversion comme cadre dans un club sportif apparaît comme une évidence, mais ça peut être aussi une association caritative à but humanitaire, à but éducatif, une entreprise coopérative. Ça peut être aussi une ONG ou des associations reconnues d'utilité publique. Donc transmettre les valeurs du sport, le respect de l'autre, la règle, le fair play, auprès des plus jeunes notamment, est le vœu de nombreux sportifs, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Clairement, on est ici ancré dans l'esprit d'entreprendre, encore une fois. Alors je vais prendre un cas qui est à la fois un bon exemple et un mauvais exemple, puisque il s'agit de Magic Johnson, qui, vous le savez sans doute, est à la tête d'une fortune aujourd'hui. Alors il a fait fortune en créant un fonds d'investissement, notamment immobilier, dans l'immobilier. Donc cette ancienne star du basket, donc aujourd'hui multimillionnaire, va créer à Los Angeles, en collaboration avec Sony, ce qu'il appelle les Magic Johnson Theatre. Alors donc Magic Johnson avait constaté que les Afro-Américains constituaient le premier groupe ethnique à fréquenter les salles de cinéma, mais que dans leur quartier plutôt défavorisé, il n'y en avait pas du tout ou très peu. Donc il a créé, je dirais, il a répondu à une opportunité, la notion d'opportunité dont j'en ai parlé tout à l'heure. Un peu plus tard, il va créer le programme Friends of Magic, une organisation qui vise à aider les jeunes en décrochage scolaire. Et plus récemment, il investira dans le Jobwell, donc une plateforme permettant aux Afro-Américains, aux Latinos et aux Amérindiens de trouver un emploi dans les nouvelles technologies. Je pourrais aussi citer le cas de, peut-être vous connaissez, pour ceux qui font du basket, de Dikembe Mutombo, qui est une star de la NBA, qui a, fort de son autorité et de sa fortune, a créé une fondation éponyme au Congo, en République démocratique du Congo, une fondation qui vise à améliorer la qualité de vie, la santé et l'éducation des Congolais. Donc, Vanessa Ratten, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Donc le sport est pour elle, par définition, un processus entrepreneurial en raison de l'importance des innovations, de la prise de risque inhérente et de la prépondérance de la proactivité et de la création de valeurs ancrées. Alors l'acquisition d'une culture entrepreneuriale et d'une sensibilité propice à la créativité et à l'innovation devrait être insufflée chez tous les sportifs, surtout chez ceux qui, comme vous, souhaitent en vivre. Dans ce sens, il faudrait pouvoir parvenir à ce que l'esprit communautaire de partage, de convivialité, voire de compétition qui anime les sportifs, alors amateurs, occasionnels, de haut niveau ou professionnels, soit vraiment l'un des moteurs de l'envie d'entreprendre. Et pour ce faire, favoriser une culture entrepreneuriale, donc entrepreneuriat, esprit d'entreprendre, culture entrepreneuriale, notamment chez les plus jeunes, c'est favoriser l'autonomie, la prise de risque, le sens des responsabilités et la capacité
à identifier les opportunités créatrices de valeur ajoutée dont j'ai déjà parlé. Hein. Donc idéalement, j'en suis convaincu, l'acquisition d'une culture entrepreneuriale, d'une sensibilité propice à la créativité et à l'innovation devrait être insufflée chez tous les sportifs, hein, et encore une fois chez tous ceux qui souhaitent vivre de leur passion. Alors, j'ai cité le cas Magic Johnson. Alors, un certain nombre de chercheurs, notamment des historiens du sport, nous apprennent que finalement, et là je cite les deux auteurs que vous voyez au tableau, que finalement, l'histoire du sport est fortement liée aux entrepreneurs dans le sport. Hein. Et ils disent, dans leur article, les premiers entrepreneurs de sport étaient des pionniers, agissant de manière innovante pour proposer de nouvelles options de divertissement sur le marché, prenant des risques en les faisant et en allant à l'avant de manière proactive pour répondre aux besoins non satisfaits. En Amérique, je parle de l'Amérique avant les États-Unis à l'époque, sur le plan historique, ce sont les sponsors privés qui ont joué un rôle majeur dans l'essor de la plupart des sports. Par contre, c'est l'État qui, grâce à des investissements importants, a permis la construction des premiers stades, des aires de jeu et autres infrastructures sportives, promotionnant également la création des premières ligues professionnelles et des premiers clubs sportifs. À la fin du XIXe siècle, toujours en Amérique, on doit l'essor des premières manifestations sportives et équipes professionnelles, principalement dans le domaine du basket, du baseball et du hockey sur glace, à des entrepreneurs étant souvent à l'origine des commerçants, des négociants, des prêteurs sur gage, des avocats ou bien des personnes issues de la petite bourgeoisie ayant des liens organiques avec les communautés de femmes et de joueurs. Et aujourd'hui, bien entendu, les choses ont vraiment changé puisque finalement, on doit plutôt l'entrepreneuriat, je dirais, au marché, donc aux consommateurs, aux sportifs eux-mêmes. Et bien entendu, la notion même d'entrepreneuriat historique, tel que je viens dans le sport, tel que je viens de vous en parler, donc a complètement changé. C'est plus du tout ça. Par contre, il faut reconnaître à ces premières générations d'entrepreneurs pionniers de nombreuses innovations concernant notamment le jeu sportif ainsi que l'évolution de la réglementation. Et là, je parle encore de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, passion sportive et passion entrepreneuriale seraient donc intimement liées. Ce qui d'ailleurs n'est pas une exclusivité réservée aux seuls sportifs, et heureusement. Il existe de nombreux entrepreneurs dans le sport qui ne sont pas nécessairement des passionnés, comme vous et moi, mais par contre qui ont le sens plutôt affiné des affaires ou la fibre sociale particulièrement développée. Et donc, je vais maintenant vous parler de quelques cas d'entrepreneurs, alors qui sont évidemment issus encore une fois de la littérature dans le domaine. Alors je ne vais peut-être pas tous les faire parce que je pense qu'on déborderait largement, mais je vais déjà prendre le premier. Alors je ne sais pas si vous connaissez donc cette marque qui s'appelle Garneau. Donc ça ne m'étonnerait pas que vous ne connaissiez pas, mais en revanche, il faut savoir que Louis Garneau était un champion cycliste canadien, de stature internationale, qui était au JO et qui a créé une entreprise. Aujourd'hui, pour ceux qui font du cyclisme, de réputation internationale spécialisée dans le textile et les accessoires pour cyclistes. Donc, je l'ai dit, il était aux Jeux Olympiques notamment de Los Angeles, et c'est dans les années 80 que pour lui a commencé l'aventure entrepreneuriale. Il va confectionner ses premiers cuissards de vélo dans le garage familial. Alors, si ses parents, au départ, l'ont poussé dans ses limites, dans le refus de l'échec, l'excellence et la victoire, c'est pour lui en tout cas le cyclisme qui a joué un rôle déterminant dans la construction de son statut d'entrepreneur. Et je le cite, « Quand tu entreprends quelque chose, tu ne le fais pas pour arriver 17e, tu le fais pour gagner. Tu te rappelles les stratégies, être persévérant, être stratégique, résister au stress, avoir une vision et une volonté plus grande que celle des autres. Et surtout ne jamais, jamais abandonner. Je n'ai pas honte de le dire, j'ai toujours visé la tête, et encore aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, je le vise tout le temps. Pour Louis Garneau, la réussite entrepreneuriale est basée par la motivation et l'autodétermination, c'est-à-dire des aptitudes à être autonome dans ses choix, qui sont des fondements même de la persévérance. C'est cette persévérance qui est le vrai moteur du dépassement de soi et de la recherche de l'excellence, sans quoi aucune performance n'est possible. Il le dit très clairement, c'est sa passion du cyclisme qui sera l'élément décisif dans la réussite de ses affaires.
Le vélo est devenu pour lui le symbole de la liberté, et plus sérieusement de la liberté entrepreneuriale. Mais selon lui, les éléments vraiment indispensables qui sont à la base de sa réussite, c'est le conditionnement mental, le goût de l'effort et de la compétition, ainsi que de nombreux sacrifices réalisés pendant sa vie de sportif de haut niveau, d'abord, puis lors de ses premières années de vie d'entrepreneur. Donc en définitive, depuis l'origine de son entreprise, cet entrepreneur gère son entreprise à la manière d'une compétition sportive. Et grâce à son expérience de sportif, il adopte certaines pratiques qui lui permettent de mieux gérer ses émotions. C'est là que justement vous êtes fort par rapport à d'autres catégories d'étudiants qui sont non-STAPS pour faire les choses simples. Donc l'auteur qui s'appelle Eric Brunel, qui a travaillé sur ce cas-là, nous dit que en fait, Grano gère sa peur, comme l'athlète doit savoir gérer et surmonter les peurs lors d'une compétition, la peur de ne pas réussir, la peur de la faillite, la peur de perdre de l'argent. Donc c'est, je pense, une excellente démonstration de cette hargne, cette envie d'entreprendre et de gagner, de la même façon que le compétiteur souhaite lui aussi gagner. Alors je vais sauter le... Alors, bon, dommage pour ceux qui font de la glisse sur neige. Burton, je pense que c'est une marque pour les snowboarders que vous connaissez. Jack Burton, pour faire simple, a joué, on est dans les années 1970, a joué sur ce que certains chercheurs comme Possiello et Lauré ont écrit dans la contre-culture fun, ou la culture fun, ou la contre-culture. A joué beaucoup là-dessus et finalement a voulu créer une entreprise à l'image des snowboarders pionniers qui étaient contre, pour faire simple, contre l'activité, la culture ski dite alpine. Lui, ça a été sa principale motivation aura été de rompre avec les codes en usage dans le ski. Faire des planches au look séduisant, rupture à les fabricants de l'époque, à l'instar de ce qu'il avait vécu, pour lui en tout cas, dans le domaine du surf. Il est issu, je dirais, de la culture surf sur eau. Faire quelque chose qui soit en dehors des clous d'un schéma normé classique, notamment promu à l'époque, en tout cas par les instances fédérales. Burton, c'est la première grande marque. Il y avait une autre... Moi, je l'ai vécu, je ne vous dirai pas mon âge, mais bon, j'ai fait partie de cette génération-là. Les premières planches, c'est Winterstick, on en reparlera dans le dernier cas. Les premières planches, la première grande marque de snowboard, c'était Winterstick, qui n'existe plus. J'ai eu une relance il y a quelques années, mais qui n'existe plus. Mais Burton a vraiment été le premier label, on appelle ça les labels, la première marque de snow. Et par contre qui existe encore aujourd'hui et plutôt très bien. Donner une image cool au snowboard, en rupture avec les codes d'un ski, je dirais, très normé, alpin, le ski alpin. Alors le cas Barbara Fieri, là aussi, indirectement, je pense que ça va vous dire quelque chose. Gérard Barbara Fieri était un entraîneur de club de gym qui, au début des années 70, ressent la nécessité de concevoir du matériel pédagogique, un peu innovant pour les gymnastes, notamment à l'ASPT de Marseille. Et c'est en collaboration avec un ami à lui, ancien gymnaste international, un certain Henri Misselli, fils d'inventeur et doué d'une remarquable imagination technique, qu'ils ont cherché à trouver de meilleures solutions par rapport au matériel de gymnastique, et en s'inspirant notamment de ce qui se faisait dans les clubs allemands, notamment à travers des poutres et des plinths utilisés en gymnastique. Et ça a donné la marque que vous connaissez, Gymnova. Je pense que vous connaissez aussi, vous avez fait un peu tous de gym, c'est la marque Gymnova. Lui, sa motivation, son esprit d'entreprendre, c'était vraiment améliorer significativement, je dirais, son sport, leur sport, la gymnastique, en essayant de trouver des solutions techniques plus simples. Notamment, là, j'avais relevé un praticable de gymnastique qui puisse se monter, se démonter très rapidement. Ça, c'est Gymnova. C'est aussi un cheval et des poutres qui puissent se régler en hauteur. Ça, c'est aussi Gymnova. Là, la motivation, c'est d'améliorer finalement la pratique sportive pour tous les gymnastes.
Et le dernier cas que je voudrais voir avec vous, qui est et je le dis sincèrement, alors Roger Gonino, ça doit dire un nom qui dit à personne, et pourtant, vous allez voir que c'est quelqu'un qui a marqué de manière vraiment une innovation de rupture dans ce que je vais vous présenter de la même façon, maintenant, de la même façon que Yvon Chouinard, peut-être vous connaissez mieux, c'est la marque Patagonia, a été en termes de révolution. Alors, Roger Gonino, c'est au départ un polytechnicien, diplômé d'Harvard, bon, quelqu'un qui a quelque chose un peu dans la tête, qui a créé une école d'ingénieurs à Paris, qui s'appelle l'INSEAD, et qui est spécialiste du management d'innovation, et qui est tout simplement à l'origine de la station des Arcs. Hein, c'est un Savoyard de naissance, avec qui la DATAR, qu'on appelle aujourd'hui la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et de l'attractivité régionale, DATAR, pour essayer d'imaginer comment dynamiser la vallée de Bourg-Saint-Maurice, en Savoie, et de valoriser l'or blanc, ce qu'on appelle aujourd'hui l'or blanc, parce qu'à l'époque, dans le coin, il n'y avait que Val d'Isère. Alors, l'aventure entrepreneuriale, pour lui, a commencé par une sorte de pari. Les étudiants de l'INSEAD, donc il est le fondateur et le directeur et enseignant, à qui il disait que finalement on pouvait dynamiser un territoire, une vallée, à Savoie, grâce à cette industrie de l'or blanc, on est dans les années 60, les étudiants l'ont pris au mot. Il dit, si vous nous dites si c'est facile de le faire, pourquoi ne le faites-vous pas vous? Et Roger Gonino a dit chiche, pourquoi pas. Donc Roger Gonino alors il a fallu qu'il fasse un choix entre son activité d'enseignant et son activité d'aménageur, d'entrepreneur. Il pensait que ça allait se faire très facilement. Eh bien, non, évidemment, ça ne s'est pas fait facilement, au contraire. Et surtout, la réussite, je dirais, de son activité aura été finalement de s'associer avec un ensemble, je dirais, de visionnaires, d'innovateurs comme lui. Et notamment, il faut relever trois noms. Robert Blanc, qui était un berger de son état, de la vallée, qui sera ensuite le futur directeur de l'école de ski aux Arcs. Il y aura aussi Alain Guémard. Alain Guémard, c'est un guide de haute montagne, aventurier et manager, à qui l'on doit notamment les premiers raids d'aventure, le raid gauloise en particulier. Bernard Taillefer, un charpentier savoyard de génie, mais surtout Charlotte Perriand, une architecte très connue à l'époque, et surtout disciple du fameux Le Corbusier. Et donc, grâce à cette équipe, ils ont su finalement créer une station d'un nouveau type, en cherchant notamment à prendre le contrôle, alors, vu d'aujourd'hui, c'est peut-être pas forcément une bonne chose, de contrôler toutes les fonctions d'une station de ski. Des remontées mécaniques, de l'entretien des pistes, en passant par l'école de ski, les hôtels, l'animation, les restaurants, les commerçants, et notamment les magasins de ski. Donc, en fait, il avait un rêve, celui de construire un nouveau type de tourisme, totalement novateur pour l'époque, proposer aux vacanciers une offre vraiment intégrée, reprenant le principe d'un triptyque marketing très innovant à l'époque, inspiré du Club Med, ski, culture, été. Ça, c'est quelque chose de révolutionnaire. Jamais auparavant, un aménageur, je dirais, avait été dans cet état d'esprit-là. Et il disait, à chaque fois qu'on faisait un plan en blanc, il fallait aussi le faire en vert. Une remontée mécanique, c'est très bien l'hiver, mais qu'est-ce que ça donne l'été? Une implantation urbanistique, un hôtel, qu'est-ce que ça donne l'hiver et qu'est-ce que ça donne l'été? Et évidemment, toutes les réponses qu'ils vont apporter sur le plan architectural, urbanistique, l'aménagement, mais aussi sportif, vont découler de cette réflexion qui était totalement révolutionnaire pour l'époque, c'est-à-dire à savoir, mais qu'est-ce qu'on peut faire l'été? Alors, l'idée, c'était vraiment de rendre la vie plus facile pour les touristes. Et j'ai cité tout à l'heure donc cet architecte Charlotte Perriand. Et ça a été décisif. Alors bon, aujourd'hui, il y a plusieurs stations, 1600, 1850, il y a 1950, il y en a encore un nouveau, il y a 2000, donc il y a plusieurs stations.
Elle est partie sur quelque chose de, là aussi, sur le plan architectural, complètement avant-gardiste. Et elle va partir de ce que faisait le Corbusier. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, notamment à Marseille, il y a donc l'immeuble Corbusier, où finalement les studios, qu'elle appellera, elle, des cellules, vont permettre notamment aux femmes de se décharger facilement des contraintes quotidiennes. Alors, on est en station de ski, hein, en équipant la cuisine d'un maximum, dit à l'époque d'automates, pardon, et en ouvrant les appartements sur le séjour pour créer plus de convivialité. Donc, à l'instar de Le Corbusier, c'est elle qui va finalement, et ça c'est un point qu'il faut retenir, qui va inventer la cuisine intégrée. En allégeant les tâches ménagères, les femmes, vous pouvez dès lors se dégager des principales servitudes journalières en vacances et aller skier pour le reste de la famille, avec le reste de la famille. Roger Gonino va aussi inventer ce qu'il appelle le théâtre de la coupole. Alors, pour ceux qui connaissent, dans Accessant, donc conçu par un autre architecte, qui sera un peu, je dirais, le cœur vivant de la station. Alors, je ne l'ai pas dit, oui, les stations sans voiture, c'est aussi Roger Gonino. Hein. Avant, c'était toujours avec la voiture. Hein, alors donc, vous voyez que ce qu'on appelle aujourd'hui les stations de ski de la troisième génération sont toutes issues finalement de l'expérimentation qui a été faite aux Arcs. Et donc le théâtre de la coupole, qui deviendra d'ailleurs le logo des Arcs, sera un lieu où il y aura on va développer la notion de culture, notamment en été, et Roger Gonino va créer l'Académie de musique des Arcs, hein, et va créer le Festival international de musique classique qui aura lieu tous les ans pendant 3 semaines et qui offrira des concerts publics gratuits aux vacanciers. Alors, la petite chose, gratuit, pourquoi? Pour contourner les droits de la SACEM. Hein, et qui seront donnés, ces concerts, par des artistes de renommée internationale invités sur le trier. Alors aujourd'hui, cette académie existe toujours, puisque c'est l'Académie Festival des Arcs, combinant concerts et stages de haut niveau encadrés par des musiciens de réputation internationale. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais parce que le temps passe, hein, je vois mes collègues. Il a aussi révolutionné la façon dont vendre, je dirais, des appartements. Et jusqu'alors, finalement, c'était un placement, mais sans grande contrepartie. Et par exemple, il disait aux élus, comme aux banquiers, nous n'avons pas d'argent, mais nous avons un savoir-faire et une volonté, alors faites-nous confiance. Il nous faut une convention de développement et un droit exclusif d'acquisition des terrains sur le terrain de Bourg-Saint-Maurice, sur le territoire de Bourg-Saint-Maurice et des communes avoisinantes. Donc, pour obtenir cette concession de 30 ans, Gonino a dû s'engager sur un calendrier minimum de développement. S'il respectait l'engagement, il gardait tout, sinon il perdait tout. Alors, au niveau, je dirais, des propriétaires, hein, des futurs propriétaires, donc il tenait les propos suivants. Au lieu d'acheter un appartement à Courchevel ou à Méribel, hors de prix parce que le promoteur immobilier prendra le bénéfice maximum, je vous propose de faire ensemble une nouvelle station qui sera la vôtre. Je vous demande 20 000 francs, hein, ce qui est déjà pas mal à l'époque, hein, on est dans les années 60, c'est-à-dire vraiment peu, et vous serez alors actionnaire de la station. Ces 20 000 francs, hein, c'est ce qu'il disait, leur disait, je ne vous les rembourserai jamais. C'est du capital. En outre, je ne sais pas quand je pourrai vous donner des dividendes, mais vous allez participer à toutes les grandes décisions de développement et je vous donnerai la gratuité sur les remontées mécaniques à vie. Et enfin, si vous voulez entrer dans un programme immobilier, je vous vendrai le mètre carré au prix de revient, sans marge. Alors évidemment, vous pouvez comprendre que les acheteurs actionnaires se sont bousculés pour acheter, je dirais, c'est vraiment un nouveau concept, hein, je dirais, d'acquisition, hein, de droit à la propriété. Et j'aurais presque tendance à dire, en relisant tout à l'heure une dernière fois mes notes, je me suis dit, tiens, en fait, finalement, c'était du crowdfunding avant l'heure, quoi. Hein, il avait inventé ça, lui aussi, déjà, Roger Gonino. Et alors, parmi les innovations sportives, eh bien, on doit beaucoup de choses. Les golfs d'altitude. Hein, le golf, il n'y avait pas de golf d'altitude, hein, on fait quelque chose en blanc, on fait quelque chose en vert. Et là, son idée, de même façon, qui finance le golf en altitude? Ce sont des actionnaires. Donc il a trouvé 200 actionnaires, très rapidement, et il va créer aussi une école de golf
où les gens en groupe apprendraient le golf avec les grands joueurs, de grands joueurs. Ça, c'était aussi quelque chose de totalement innovant pour l'époque. Donc, au bout de 8 jours, des débutants, finalement, pouvaient correctement se débrouiller. Et puis, dans les golfs des villes, dire que finalement, ils avaient appris le golf en station d'altitude. Et vous avez bien compris qu'en termes de publicité, il n'y avait rien de mieux. Et d'ailleurs, il disait, mais il a écrit un papier un peu sur l'aventure des arcs, et il disait, je le cite, « Inutile de dire qu'à un moment, la moitié des licenciés de golf français étaient passés par les arcs. » Alors, on doit également la création d'une école de ski où les moniteurs étaient des animateurs d'activités sportives en été. Ça ne se faisait jamais, ça, auparavant. Et c'est aussi l'école de ski des arcs, l'invention de ce qu'on appelle le ski évolutif. Et le ski évolutif, c'est une nouvelle méthode d'apprentissage qui n'existe plus, qui partait du principe on donne à un débutant des tout petits skis, il se débrouille bien la journée d'après on lui donne des skis un peu plus longs, et puis finalement, à la fin de la semaine, un débutant pouvait se débrouiller sur une piste noire. Ça, c'était complètement révolutionnaire. On doit également, il faut le savoir, à Roger Godinot, via Alain Guémard, le guide matériel que j'ai évoqué tout à l'heure, l'invention des parcours en forêt, d'aventure en forêt au départ. Aujourd'hui, on appelle parcours d'aventure en hauteur, mais c'est aussi aux arcs, à côté, il faut le reconnaître, de Denis Payan à Serre-Chevalet, mais exactement au même moment que finalement, produit blanc, produit vert. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on donne, je dirais, à faire aux touristes. On doit également à Roger Godinot, première aussi en France, la première piste de kilomètres lancés, où plusieurs records du monde ont été battus, et surtout où a eu lieu le KL, ce qu'on appelle kilomètre lancé, le KL, où en 92, lors des JO d'Albertville en 92, le KL fut donc un des sports des démonstrations, qui malheureusement n'a pas été retenu. Et puis, on doit également l'importation du rafting. C'est aussi Roger Godinot, à travers l'équipe d'Arc Aventure, qui, à partir du principe de ce qui se faisait dans le Colorado, a dit, tiens, il y a aussi une rivière importante donc, à Bourg-Saint-Maurice, l'Isère, on va construire une base de loisirs, une base nautique. Et donc l'importation, les premiers rafts ont été donc importés par l'équipe d'Arc Aventure. Et puis, encore une dernière chose, en termes de promotion, et on en parle encore, c'est-à-dire 50 ans après, c'est la première fois, avec son équipe d'Arc Aventure, qu'une station va être l'origine, je dirais, de courts-métrages, et notamment ce qu'on retient aujourd'hui comme étant la trilogie Apocalypse Now, du cinéaste Didier Lafont, et qui sont célébrés, c'était des grandes messes des sports de glisse dans les années 80 et 90. Et donc, vraiment un scénario, on en revoit notamment avec une tendance qui est en train de réémerger aujourd'hui, le monoski. Je vois sur Facebook des images qui sont extraites de ces fameuses trilogies. Et puis, dernière chose, et là, ce n'était pas forcément à mettre à l'actif direct de Roger Godinot, mais plutôt l'un de son directeur général, un certain Jean-Pierre Saunois, qui va créer la Compagnie des Alpes. Et la Compagnie des Alpes, peut-être vous le savez, c'est donc d'abord une filiale de la Caisse des dépôts, donc aujourd'hui cotée en bourse, et qui va devenir le premier opérateur au monde en charge des stations de ski. La Compagnie des Alpes, aujourd'hui leader, un chiffre d'affaires de pratiquement 800 millions d'euros, 6% de croissance par an. La Compagnie des Alpes exploite une dizaine de stations de ski en France, dont Val d'Isère, Tignes, Méribel, La Plagne et Deux Alpes, Les Arcs, Serre-Chevalier, etc. Et possède aussi des participations dans d'autres stations telles que Chamonix-Mont-Blanc, Avoriaz, La Rosière et Val-Morel. Aujourd'hui, la Compagnie des Alpes, je l'ai dit, c'est le numéro 1 mondial de l'exploitation des domaines skiables, mais aussi le numéro 4 européen des parcs de loisirs indoor avec le parc Astérix, le Futuroscope et Walibi. Et en outre, le groupe il possède les musées Grévin de Paris et de Montréal. C'est pas rien. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette belle histoire, parce que c'en est une. Donc, l'esprit d'entreprendre et le parcours entrepreneurial de Roger Godinot va se décliner dans de nombreuses innovations, on l'a vu, dans de nombreux domaines, Il fut non seulement l'inventeur d'un nouveau type de station de ski, totalement avant-gardiste,
avec un mode d'aménagement de la montagne et de gestion totalement révolutionnaire, mais il sera aussi le promoteur, avec son équipe de pionniers, de nouvelles activités ludo-sportives et sportives qu'on vient un peu d'évoquer. Alors, au tout début de son aventure, il avait un rêve, cet homme, celui d'inventer un modèle de ski, un modèle de station de ski intégré d'un nouveau type, de réaliser un espace pour les vacanciers sportifs, permettant de créer une dynamique territoriale. C'était le but, de pourquoi au départ la data l'avait sollicité, susceptible de créer à la fois richesse économique locale, croissance et emploi. Dernier slide. Et vous? Là, on est, je dirais, dans la crème. On redescend, je dirais, d'échelle. Et là, je cite l'un des papes du management, pour Peter Drucker, qui nous dit, moyennant des situations pédagogiques et des aménagements appropriés, l'envie et l'esprit d'entreprendre sont des capacités qui peuvent s'acquérir grâce à l'apprentissage. Et c'est tant mieux, et plutôt très prometteur. Donc, l'envie entrepreneuriale et l'agilité entrepreneuriale chez les jeunes générations, notamment étudiantes, est une tendance forte aujourd'hui. Des études montrent qu'aujourd'hui, 15% des étudiants ambitionnent un jour de créer leur entreprise. Très révélateur aussi, dans la tranche des moins de 30 ans, il serait 43% de l'ensemble des créateurs d'entreprises, tout secteur confondu, à avoir un diplôme de l'enseignement supérieur. Donc, l'incitation à la création d'entreprises et à la création d'activités nouvelles, vous l'aurez compris, s'inscrit aujourd'hui dans une volonté politique forte, notamment à l'université, dans ce qu'on appelle l'essaimage, avec en aval une forte mobilisation importante, donc de plus en plus importante, d'intervenants, qu'ils soient enseignants ou professionnels. Et on en vient peu à peu à un dispositif qui est, à mon sens, génial. Moi, j'aurais rêvé, à votre place, étudiants, d'avoir ce dispositif. Alors, certains le connaissent, peut-être beaucoup d'entre vous ne le connaissent pas. Alors, c'est quoi ? Ça s'est créé dans les années 2010. Et donc, en fait, c'est un programme d'incitation et à l'initiation à l'entrepreneuriat associé à un nouveau statut, celui d'étudiant entrepreneur. En 2015-2016, en fait, il y a au moins, pratiquement 1400 étudiants qui ont bénéficié de ce dispositif. Donc, ça permet, il y a nombreux avantages, notamment de substituer votre stage pour valider votre formation par une période qu'on appelle un contrat d'engagement qui va vous lier avec ce qu'on appelle les pôles entrepreneurs étudiants. Il y en a un ici aussi. Et vous allez bosser sur votre projet de création. Un projet de création d'entreprise, mais également un projet d'innovation. Vous n'allez pas travailler pour le compte de l'entreprise. Alors évidemment, ça dépend de son projet professionnel, mais vous comprenez bien que si en plus vous pouvez valider dès la L1 jusqu'à la 3e année de thèse, les dernières années de thèse, ce dispositif est ouvert à tous les étudiants. Alors bien entendu, derrière, il faut avoir un peu de la matière, parce qu'on ne le donne pas, et de moins en moins. Chez nous, en tout cas à Clermont-Ferrand, ça monte de manière de manière très significative la demande de ce statut, un peu de la même façon que certains étudiants, vous en êtes peut-être parmi vous, ont le statut d'athlète de haut niveau. C'est un peu le même dispositif. Donc, ce dispositif va permettre finalement un accompagnement personnalisé sur vos projets de création, en bénéficiant de tout l'écosystème entrepreneurial, qu'il soit ici à Dijon ou chez moi à Clermont-Ferrand, avec des professionnels, des universitaires, des chercheurs bien entendu, et puis aussi, il faut reconnaître, des jeunes chefs d'entreprise qui sont un peu les mentors. Et donc, chaque étudiant entrepreneur a un référent universitaire et un référent professionnel qui peuvent être, en tout cas moi je vois, ça se passe comme ça chez nous, qui sont finalement des anciens, des jeunes créateurs d'entreprises et des startups, et donc ils sont, ils ont pratiquement le même âge. Alors, dernier point que je vais évoquer, donc là je vous montre 3 entreprises et marques. La première, peut-être vous dit quelque chose si vous êtes dans le domaine des sports de glisse, Picture. Picture, ce n'est pas une entreprise qui est née à Annecy, qui n'est pas née donc à Chamonix, elle est née à Clermont-Ferrand. Et donc c'est une entreprise qui aujourd'hui, ma foi, marche plutôt très bien, qui est concurrent direct avec des entreprises comme Quicksilver. Et l'idée de base, ça a été justement de créer, de développer au départ 2 choses.
de faire un peu différemment que les entreprises et les marques Savoyard et Haut-Savoyarde, qui finalement font un peu tous la même chose. Ça, c'est la première idée. Massif central, pas forcément un avantage, hein, mais ils ont développé cette culture qui est autre que la culture alpine, les Alpes, ici, donc pas loin d'ici. Et puis la deuxième chose, ils ont surtout, je ne rentrerai pas dans le détail, ils ont mis, je dirais, ils ont acquis un brevet issu de la NASA sur un nouveau textile dit entre guillemets révolutionnaire, dont ils étaient les seuls à pouvoir utiliser dans l'industrie du sport. Hein. Et puis à côté de ça, aussi des vêtements en coton biologique, mais ça j'y crois beaucoup moins. Bon, on sait aujourd'hui que le coton biologique, il n'est pas si biologique que ça. Et puis je terminerai sur deux étudiants que j'ai eus l'année dernière, donc qui sont présentés ici, qui développent, donc ça, quelques slides. Et je leur ai demandé, je vivais à Dijon, je vais parler un peu d'esprit d'entreprendre. Vous êtes dedans, hein, ils sont maintenant dans l'incubateur de mon université, et de dire voilà, quel message vous pourriez éventuellement faire passer en tant qu'étudiant entrepreneur et surtout innovateur. Donc, vous un peu leur pédigré. Alors, D2E, c'est le diplôme d'étudiants entrepreneurs, hein, donc c'est un certificat. Donc, ils poursuivent l'école de commerce aussi. Ils ont, je vais rentrer dans le concept avant de développer chez eux en 2-3 slides aussi, mais très rapidement. Donc, l'envie et l'esprit d'entreprendre qui les animait dès le départ. Donc, ils ont été lauréats d'un certain nombre de choses. Ils ont cumulé un certain nombre, je dirais, de fonds, hein, de financement pour mettre en œuvre leur idée. Et leur idée, finalement, elle est toute simple. Vous connaissez tous le fameux... je dirais, squelette utilisé en médecine. Et leur idée, c'était de faire un peu la même chose, mais avec un peu sur... alors, c'est pas forcément... on tombe un peu, je dirais, dans le grunge, donc les écorchés, et de faire de manière à taille réelle, donc l'ensemble du corps humain. D'abord, une première couche, c'est la peau, qu'on puisse enlever avec des matériaux, je dirais, qui soient adoptés. Et puis surtout, l'idée maîtresse derrière, c'est à l'intention de deux cibles particulières. Tout d'abord, les malades, et de faire prendre conscience aux malades de certaines pathologies, de toucher, par exemple, s'ils ont un cancer du poumon, voilà ce que c'est qu'un poumon sain. Alors, c'est vraiment le contre-pied de la réalité augmentée. Hein, même s'ils ils commencent à travailler aussi sur ce modèle-là, mais qui, on va dire, tout le monde le fait aujourd'hui. Et donc, du coup, c'est faire prendre conscience aux patients de leur pathologie, et on sait aujourd'hui que ça les aide à combattre de la maladie, parfois même à la surmonter. Ça, c'est la première cible. Et la deuxième cible, encore plus importante, c'est chez les tout-petits, chez les jeunes. Hein, regardez ce que c'est qu'un corps sain, un poumon sain, regardez ce que c'est qu'un poumon pré-cancéreux, et regardez, dans les limites évidemment, pas tomber sur les effigies sur les paquets de cigarettes, donc ce que c'est qu'un poumon issu d'un fumeur. Hein. Donc là, il y a vraiment un marché qui est extrêmement important, et donc du coup, là exprimé encore une fois, là je ne sais pas que je découvre presque avec vous, mais par rapport à la commande que je leur ai faite, c'est il existe plein de systèmes concurrents, mais qui sont que axés sur ce qu'on voit chez le Toubib sur le bureau. Donc c'est que des parties bien définies de certaines parties du corps. Hein, on sait vraiment les articulations pour les sportifs, etc. Leur idée va beaucoup plus loin. Leur idée, c'est par exemple de montrer un cœur sorti, je dirais, de l'individu, mais en fonctionnement. Avec, alors évidemment, sur le plan, la fabrication, c'est l'impression 3D, mais aussi avec des matériaux qui puissent faire voir le battement du cœur et avec un flux. Hein. Et donc, évidemment, il y a beaucoup de R&D derrière, et nécessite aujourd'hui des investissements. Alors, il y a donc un fonds d'investissement qui est aujourd'hui derrière pour concrétiser finalement leur idée. Donc, leur vision, leur philosophie, donc, c'est d'associer un entrepreneur, un innovateur, il n'est plus jamais seul, c'est impossible. Et donc, par rapport à l'écosystème, j'ai dit que c'était des étudiants entrepreneurs, ils le sont encore, ils sont sortis
master, leur deuxième master, si vous avez compris, l'année dernière. Bon, ils sont dans le diplôme, le D2E, et donc ils peuvent à ce titre-là bénéficier du statut d'études entrepreneur. Eh bien, ils ont défini quel était leur écosystème entrepreneurial pour réussir par rapport à leur projet. Et quand j'ai parlé tout à l'heure des maquettes ou des prototypes, en fait, la preuve de leur concept ou la mise en évidence de leur concept s'articule autour de trois choses, ou pathologies fortes, notamment chez les sportifs: les vertèbres, le genou et le cœur, hein, qui sont donc fortement accidentogènes. Et donc la démonstration de leur principe portée là-dessus au départ. Hein, ils ne peuvent pas tout faire, les organes, c'est pas possible, hein, ce serait hors de prix. Donc pour valider leur concept, ils sont partis sur justement ces trois types d'organes et les pathologies qui vont derrière. Et donc leur envie d'entreprendre, hein, pour les deux, hein, réfléchir et être libre de ses choix, hein, donc c'est vraiment ancré dans l'esprit d'entreprendre, faire quelque chose d'utile. Hein, donc normalement, vous devrez voir un peu tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Rien à perdre. Il n'y a rien à perdre, il y a tout à gagner. Hein, créer son réseau, pas satisfait de l'existant, convaincu qu'il peut mieux faire, acquérir de nouvelles compétences et des connaissances, envie d'écouter et de comprendre le client. Hein, l'approche client pour ceux qui font du marketing. Et pour Benjamin, j'irai différemment donc les aspects du projet, hein, donc de voir, on ne va pas rentrer dans le détail, d'avoir un autre regard que quelqu'un, un médecin par exemple, hein, ou quelqu'un qui pourrait sortir d'APA Santé, même si eux le sont d'APAS, donc même si eux sont sortis de cette filière en STAPS. Aider les professionnels de santé, proposer des outils utiles sur le terrain, c'est vraiment très concret, rendre les patients acteurs, comme je viens de l'évoquer, et rencontrer différents professionnels du monde de la santé. Hein, donc, faciliter l'éducation. Donc, le rêve, hein, j'ai parlé du rêve de Roger Godinot tout à l'heure avec la science des arts, eux aussi ont leur rêve, hein, ils les traduisent comme cela, hein, donc vous pouvez le lire, hein, améliorer la formation et l'éducation, satisfaire, fidéliser les clients, internaliser les process, ils veulent faire quelque chose de vraiment made in France, hein, c'est tout à fait dans l'air du temps. S'ouvrir à l'international, s'ouvrir à d'autres marchés, à faire de ce que nous proposons. Ça, c'est ce qui les a motivés principalement. Donc, motivation, temps, connaissance, cursus scolaire, conviction, empathie, remise en question, réseau, entourage. Hein, tout ce que j'ai un peu défini. Humain, donc ça, c'est plutôt personnalité physique et morale, donc les partenaires. Hein, donc partie prenante, et puis sur l'aspect financier, donc là je ne l'ai pas évoqué, bien entendu derrière, notamment à la fondation, à l'université, ils ont mis des billes dans leur projet. Et puis je terminerai en disant finalement votre avenir est entre vos mains, ne la subissez pas, créez-le, merci de votre attention. J'étais un peu long. Peut-être que sur la planète Auvergne, le temps n'est pas le même qu'ici. Ouais, peut-être. On prend plus son temps, on est peut-être moins stressé. Mais oui. Tant mieux. Bien, alors vous avez par vos applaudissements déjà remercié Dieter, évidemment, sur cette partie qui nous incite à imaginer aussi, à prendre des risques et puis à rien à perdre. Moi, je retiendrai à la fin, rien à perdre. Est-ce que quelqu'un dans la salle n'a rien à perdre et veut prendre un risque en posant une question, apportant un témoignage ou à vouloir dire « mais moi aussi, je serai dans le PowerPoint dans 20 ans, il y aura le cas, il y aura peut-être le cas Xavier Bailly, il y aura peut-être... mais je pense qu'il a trop utilisé son portable pour démarrer tout de suite. Et certains, prenez note. Voilà. Maintenant, ils me disent ils prennent note maintenant. Était déjà dans la créativité en écoutant peu, donc mais ça peut être source d'idées. Y a-t-il des questions ou en tout cas une voilà, Marie-Lou Noireau. Donc ça c'est la première question, bon, je vais répondre au fur et à mesure.
Alors, est-ce qu'il y a une réponse? Les choses vont tellement vite. Pour ce que je sais en tout cas, par rapport à avant ce qu'on nous présente comme étant la réforme du bac, dans les lycées et les collèges, enfin je pense plus au lycée, de plus en plus d'enseignants commencent à militer dans ce sens-là. C'est-à-dire essayent de travailler, peut-être vous l'avez vécu, hein, enfin non, ça remonte, vous êtes un peu trop vieux, mais s'il y a des L1, peut-être vous l'avez vécu, des enseignants qui ont vraiment compris ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que cet esprit d'entreprendre, l'esprit d'initiative et la prise de risque doit être développé le plus tôt possible. Et avec la réforme du bac, alors je ne sais pas si c'est la réforme ou alors les conséquences de la réforme, on parle de plus en plus donc à concevoir, notamment, pour en tout cas ce que je connais, un BTS ou des BTS qui seraient donc vraiment profilés entrepreneuriat. Hein, donc dans la continuité du bac, et donc des projets qui seraient déjà, je dirais, un peu travaillés par les lycéens et qui pourraient éventuellement être poursuivis dans le BTS, voire à l'université. Et j'en parle pour preuve, c'est que, ça j'en ai pas parlé par rapport à ce qui se fait dans les universités. Alors je ne suis pas certain que ça se fasse ici à Dijon, mais chez nous maintenant on est né à la 6e ou 7e édition, ce qu'on appelle le prix entrepreneuriat, qui est ouvert à tous les étudiants, pas que les étudiants entrepreneurs. Et il y avait donc un prix qui était dédié aux lycéens. Un lycéen entrepreneur, alors c'est peut-être un terme qu'il faudra peut-être inventer ou qui apparaîtra un jour, mais je pense que oui, hein, tous les indicateurs sont, de mon point de vue, au vert pour justement aller beaucoup plus loin ou partir carrément de zéro, qui vont dans ce sens-là. Alors je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais la deuxième. Du coup, la deuxième, c'est, on voit avec tout ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que dans l'accompagnement et dans la formation des nouveaux auto-entrepreneurs... Attention, pas auto-entrepreneurs, étudiants-entrepreneurs. Étudiants-entrepreneurs, on parle de tout ce qui est des questions de développement durable, des questionnements sociaux et tout ça. Absolument. Alors, bon, j'aurais pu vous mettre la maquette de mon master, et en première année et en deuxième année, il y a des cours entiers de RSE, de développement durable et d'éco-conception. Hein, de toute façon, il faut bien comprendre une chose. Aujourd'hui, vous êtes de cette génération, ça sera même plus nécessaire, mais ça va devenir obligatoire, quoi. Hein, qu'on soit dans le sport ou pas. Moi, je dis toujours, alors il ne me semble pas que ça existe, mais un UFR STAPS qui aurait une filière éco-conception, développement durable et RSE, je pense qu'il y aurait beaucoup d'étudiants. Hein. Et il faut savoir aussi que les normes, hein, alors moi, je connais un peu plus dans l'industrie des articles de sport, aujourd'hui commencent à apparaître des normes, hein, on parle beaucoup de normes de sécurité, mais des normes d'éthique, hein, qui concernent les produits sportifs. Hein, donc forcément, ça rentre en ligne de jeu, en ligne de compte. Et c'est évidemment le message que vraiment je donne moi à mes étudiants, enfin bon, ce que j'ai. Et j'ai même je fais intervenir une designer qui est spécialisée dans ces problématiques-là, hein, le développement durable, l'éthique, la RSE, responsabilité sociale de l'entreprise, c'est quelque chose de fondamental. Et la troisième et dernière, si tu t'en souviens. Oui, je les ai écrits. C'est un peu une question plus pessimiste, dans le sens, est-ce qu'il y aura à un moment donné une fin à l'innovation et à l'entrepreneuriat? Je m'explique, dans le sens au niveau des moyens financiers, parce que aujourd'hui on finance de moins en moins l'université, on finance de moins en moins plein de choses, et pourtant on en a énormément besoin. Et aussi, est-ce que ça va y avoir des offres tellement vagues qu'on va plus savoir où donner la tête, et donc est-ce que ça va vraiment amener à quelque chose d'avoir autant d'innovation? Alors il y a plusieurs questions dans ta question, hein, mais la première, donc oui, effectivement, la première idée de réponse, c'est par rapport à l'état financier des universités, hein, évidemment, qui n'encourage pas. Déjà, on a du mal à faire avec ce qu'on a, mais si en plus on crée maintenant des choses nouvelles dans ce sens-là, non, je crois qu'il ne faut pas voir les choses comme ça. Moi, je dis toujours, l'argent, il y en a. C'est les idées qui manquent. Hein, et je ne veux pas rentrer dans le détail.
certains de mes étudiants en Master 2, alors ça remonte à quelques années, Modugame Oxitis, pour ceux qui connaissent, hein, le leader français maintenant dans la nutrition sportive de type, pour les sportifs de type trail, etc. Alors même qu'ils étaient étudiants, c'était il y a maintenant pratiquement un peu plus de 10 ans, c'est juste le basculement des francs en euros, ils avaient cumulé jusqu'à 80 000 € de financement alors même qu'ils étaient étudiants. Hein, donc l'argent, il y en a. Ce que je vois personnellement par rapport à ce que je fais donc au niveau du master, c'est que non seulement, mais ça c'est valable pour tout le monde, hein, non seulement on nous pousse à chercher de l'investissement privé, hein, mais derrière on monte aussi des nouvelles choses alors qui peuvent paraître en tout cas surprenantes. Je veux dire clairement, moi ce que je suis en train de mettre en œuvre, je suis en train de mettre en œuvre, on ne va pas appeler ça un fonds d'investissement, mais un fonds qui serait alloué à mes propres étudiants entrepreneurs qui développent, comme eux, hein, les deux derniers, des innovations et des entreprises, des startups à fort potentiel de développement. Et ce n'est pas un petit fonds d'investissement, hein, on part sur 110 000 € pour démarrer, quoi, hein, et donc ce sont des startups qui sont prêtes à miser non pas sur l'université, mais des étudiants de l'université qui ont des bonnes idées, ce qui est complètement différent, quoi. Alors après, il y a un montage juridique un peu compliqué. Donc comment faire passer, en tout cas flécher, hein, c'est notre quotidien, flécher ce genre d'apport financier, et on passe par, je crois qu'ils l'ont cité, la fondation chez nous, la fondation de l'université, on peut passer très facilement, puis pas être ponctionné de manière assez importante au passage, hein, vous connaissez mes chers collègues, que l'université ponctionne beaucoup sur les contrats qu'on arrive à trouver. J'y ai répondu à ta question ? Enfin, en partie, en tout cas. Est-ce qu'il y a dans la salle quelqu'un qui souhaite entreprendre, c'est-à-dire qui a une idée? On n'est peut-être pas resté longtemps sur la première diapositive avec le sport, la santé. Il y a tout un ensemble, la nutrition, tout un ensemble de domaines connexes où peut-être certains d'entre vous n'ont pas trouvé ou ont pensé qu'il manquait quelque chose. Alors pas forcément une application. Encore moins une application gratuite, à moins qu'elle ne devienne plus gratuite après. Là, il faut sortir de l'idée des applications, hein. Tout le monde veut développer aujourd'hui des applications, on s'en sort plus, hein. Donc, c'est pas une finalité en soi, un outil peut-être, mais bon, c'est un bon exemple. On fait attention aux applications, parce que plus il y a d'applications, moins il y a besoin d'humains, en tout cas des pédagogues, donc ça peut être quelque chose de gênant. Est-ce que quelqu'un souhaite ou a conscience maintenant que finalement, ce qui l'a un peu chatouillé, réveillé la nuit, finalement, ça pourrait finalement être une idée, un projet à soutenir, devenir étudiant entrepreneur, pourquoi pas? Il y en a dans les managers ici? Monsieur Théo Dupresqui, il a une question. Est-ce que c'est possible d'entreprendre sans avoir d'idée? Genre d'avoir envie d'entreprendre, mais de ne pas avoir d'idée. Alors c'est une bonne question. C'est un témoignage personnel. Ah ouais. Alors c'est une bonne question que justement les pôles entrepreneurs étudiants se posent. Par contre, on écoute les réponses, s'il vous plaît. C'est vrai que on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire comment avoir envie d'avoir envie, quoi. Hein, et on a maintenant, là je parle de l'université, des dispositifs qui permettent justement de faire émerger des idées que vous auriez depuis des années et de vous aider à concrétiser, hein, ce qui est encore de l'ordre de l'abstrait dans l'esprit, et ce que j'ai nommé plusieurs fois, le passage à l'acte. À travers plusieurs choses, alors ça doit peut-être exister ici aussi, ce qu'on appelle le campus création. Campus Création, c'est justement ouvert, alors, chez nous c'est un lieu libre, depuis cette année, un lieu libre que les licences 3 peuvent prendre, que les licences 3, et justement où on va essayer de leur apprendre à avoir envie d'avoir des idées ou de faire émerger des idées. Et ça commence toujours par la créativité. Bon, il se trouve que chez moi, à l'université, c'est moi qui fais la créativité. Et après, on a une succession d'ateliers, créativité, bonne idée, hein, transformation en projet, business model, canvas, etc. pour des choses que vous connaissez un petit peu, marketing, commercialisation, etc. Donc il y a des moyens. Deuxième moyen, et c'est frais d'aujourd'hui,
mes étudiants là en ce moment où je vous parle, ils font un concours qui s'appelle 24 heures pour entreprendre, donc dans un UT GEA, donc gestion et administration d'entreprise, où ma collègue qui est aussi maître de conf et aussi référente entrepreneuriat donc de cette UT, donc a challengé donc un master qui s'appelle biologie et santé, donc dépendant du faire de médecine, dans lequel il y a des médecins, des étudiants médecins, et de développer en 24 heures, c'est-à-dire aujourd'hui et demain, de faire émerger des bonnes idées qui peuvent potentiellement devenir des solutions intéressantes en termes d'innovation et de création d'entreprises derrière. Donc on a aujourd'hui, pour répondre à ta question, des dispositifs, encore faut-il qu'il y ait des enseignants qui y croient et qui soient investis dans la chose. Et ça, peut-être ça court pas tout, ça court pas les rues quoi, encore, malheureusement, de plus en plus. Mais des gens qui soient investis au lieu de la préparation CAPES, si vous êtes là, c'est peut-être parce que justement, qu'ils soient justement investis dans l'accompagnement le plus loin possible. Je dirais que ça ne marche ou pas. Et être étudiant entrepreneur, même si ça ne marche pas, c'est quand même une ligne en plus sur le CV qui va faire peut-être la différence un jour où vous allez chercher un job, quoi. Et pour aller un peu plus loin, derrière, il y a aussi donc la notion de gestion de projet. Je ne reviendrai pas dessus. Donc c'est vraiment, je dirais, l'entrepreneuriat, c'est vraiment l'expression même du management de projet, un projet innovant, mais qui peut aboutir ou pas à quelque chose. Dans le meilleur des cas, ça va se traduire par la création d'entreprises, même si ce n'est pas tout de suite. Je pourrais vous citer un certain nombre d'étudiants pour lesquels j'ai appris de manière indirecte qu'après avoir été 4-5 ans salariés, ont créé leur entreprise. Moi, mon job, il est réalisé, quoi. Et dans des domaines qui parfois n'ont rien à voir avec le sport. Je prends notamment un de mes intervenants aujourd'hui, qui est revenu à Clermont-Ferrand, qui ne voulait plus de cette vie parisienne, qui a créé donc une chaîne, enfin pas une chaîne, des magasins, enfin des restaurants de tapas, qui s'appelle Jabon Jabon. Donc un restaurant important à Toulouse, une quinzaine de salariés, un restaurant important, une quinzaine de salariés à Paris, un moins important à Paris, et juste avant de vendre ses parts, ils avaient l'intention de faire la même chose, je dirais, soit à Genève, soit à Londres. C'est un étudiant STAPS. Bon, il avait créé déjà une première entreprise d'assistance à maître d'ouvrage, et notamment pour l'accessibilité des personnes à la mobilité réduite dans les bâtiments. Et donc c'est quelqu'un qui est sorti de STAPS. Et puis il a créé aussi deux autres entreprises qui n'ont rien à voir avec le sport. Donc l'envie d'entreprendre, vous pouvez l'avoir dans le sport, mais aussi une fois que vous avez compris un peu les choses, vous êtes plutôt bien armé pour investiguer justement l'entrepreneuriat dans d'autres secteurs. Pas la très haute technologie non plus. Vous n'êtes pas ingénieur par exemple, mais vous pouvez éventuellement le devenir par la conviction et votre persévérance. Oxitis, par exemple, certains connaissent, Famé-Andrieux, un STAPS pur jus. Maintenant, en termes, je dirais, de nutrition, c'est un spécialiste. Il peut faire des conférences et devant des personnels, des professionnels dans ce secteur-là. Il n'y a aucun souci, quoi. Mais comme je l'ai dit, c'est vous. Nous, on n'est que des catalyseurs de vos idées, ou faire émerger les idées, pour revenir à ta question, que vous n'auriez ou pas, quoi. Pour connaître Théo, je pense qu'il a une idée, donc je ne suis pas inquiet. D'accord. Une autre question? Vous avez parlé tout à l'heure de la notion de prise de risque, qu'il fallait oser prendre le risque, mais c'est un frein pour beaucoup d'étudiants, le risque, parce qu'on peut tout perdre ou tout gagner. Ouais. Et est-ce que vous, dans votre master ou autre part, il y a des choses qui sont faites pour diminuer ces risques et les accompagner? Alors, un des deux là, que je vous ai présenté, donc je crois que c'était Benjamin, un jour m'a dit, Monsieur Hieré, est-ce que vous faites des cours sur, je dirais, les relations humaines, et notamment au niveau de la cellule familiale, parce que j'ai un problème avec ma copine. Elle m'a dit, écoute, maintenant il faut que tu choisisses entre ton projet et moi. Donc, c'est risqué. Alors bon, ça s'est arrangé heureusement entre eux, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, l'entrepreneur par définition, et je ne vais pas vous la refaire avec Schumpeter,
Donc, destruction créatrice, hein, la croissance économique, c'est sur le preneur de risque, traduit en personnifié par l'entrepreneur. Donc, forcément, il y a la prise de risque, forcément. Hein. Alors là, je vous parle d'exemples qui marchent et qui ont marché, mais je pourrais très bien vous parler, malheureusement, de 3 étudiants qui sont sortis de mon master il y a 4-5 ans maintenant, qui ont créé dans le monde du foot, peut-être que vous connaissez, qui s'appelle Diafana. Et Diafana a déposé son bilan donc il y a 3-4 mois pour des problèmes de trésorerie, parce qu'il faut bien admettre qu'en STAPS, je dirais la notion financière, c'est pas votre tasse de thé, hein, et il faut beaucoup travailler là-dessus. Et ils ont fait quelques erreurs, et puis surtout le propre de l'entrepreneur, hein, seul, hein, je ne parle pas de l'intrapreneuriat, l'extrapreneuriat, où derrière il y a une entreprise qui peut, je dirais, essuyer les plâtres s'il y en avait, c'est qu'il faut se dégager 3 salaires, quoi. Hein, donc, en même temps, être 2, pour moi, le meilleur, on est vraiment dans l'innovation. Hein. Pour lancer son entreprise, 2, 3, c'est le bon chiffre. 3, déjà, ça peut poser problème. Hein. Picture, que je vous ai évoqué tout à l'heure, eux, ils étaient beaucoup plus. Ils étaient 6. Mais il y en avait un qui est arrivé avec beaucoup d'argent. Hein, c'était le directeur financier de l'enseigne de chaussures Besson, hein, c'est ça. Vous connaissez, il y a certainement une enseigne ici à Dijon. Donc le siège social est à Clermont-Ferrand, et donc cette personne est sortie du groupe et avait un capital important de 300 000 ou 400 000 euros. Et c'est vrai que ça aide, quoi. Hein. Donc pour ta question, oui, il y a une prise de risque, mais les exemples que je montre, hein, Urban Soccer par exemple, alors bon, il a été aussi, ils ont travaillé avec Claude Michy. Alors Claude Michy, vous ne connaissez pas, mais c'est le trophée Andros, c'est en hiver, véhicule automobile sur glace, course sur glace, trophée Andros. Donc ils ont fait leurs premières armes chez Michy. Donc Michy, c'est quelqu'un, un Auvergnat aussi. Et eux, ils n'ont jamais été salariés, quoi. Hein, Modugame Oxitis, Fabien Andrieux, il n'a jamais été salarié de sa vie. Modugame, qui est aussi une entreprise assez connue dans le domaine de l'athlétisme aujourd'hui, qui est un peu le concurrent de Gymnova justement sur certains des produits, ils n'ont jamais été salariés de leur vie. Parce que vous avez justement cet esprit de compétition, de gagne, par rapport à d'autres populations d'étudiants, vous avez une propension à prendre le risque, plus de ce risque-là que d'autres. Voilà. Parce que quand on est ingénieur, ce qui pose d'ailleurs un problème de l'entrepreneuriat dans les écoles d'ingénieurs, c'est que les étudiants, ils sont entrés dans des écoles plutôt prestigieuses pour avoir à la fin un emploi, la certitude d'avoir un emploi avec un salaire qui va avec. Donc c'est vrai que le démarrage du jeune entrepreneur est souvent difficile, quoi. Hein, ça, il faut le reconnaître. Mais une fois passé, hein, il y a 2 caps dans la création d'entreprise. Là, je parle vraiment de la création d'entreprise. C'est le cap, évidemment, de l'émergence. Ça, c'est le premier cap. En fait, il y en a 3. Le deuxième, c'est le passage de 3 ans. Donc, Diafana, dont j'ai parlé, ils n'ont pas passé le cap des 3 ans. Et après, passé 5 ans, en général, on estime que l'entreprise est pérenne. Hein, mais il y a beaucoup de choses, évidemment, à faire pendant ces années-là, quoi. Donc, tu as pu transposer. Hein, si la fiancée, elle tient 5 ans, c'est bon. Pas besoin de risquer son amour, hein, il faut juste avoir l'amour du risque, c'est pas pareil. Une autre question, on en profite hein, que notre intervenant soit encore disponible. Qu'il y a des questions sur les dispositifs, on a vu pas mal d'appui, de réseau. Est-ce qu'on peut remettre les acteurs oui. Que les 2 étudiants oui. que tu nous as montrés ont dû solliciter? Et les petits pingouins, là, c'est impeccable. J'avais toujours celle-là. Voilà. Et plus nettement, 2 après, je pense. C'est-à-dire voilà. Avant non, 2 après. Voilà, encore un. Voilà, c'est ça. Comment on arrive de passer d'étudiant, c'est-à-dire classique, c'est-à-dire qui attend les cours et qui attend les contrôles terminaux, puis qui attend d'avoir 10 à toutes les UE, ou à être capable de démarcher autant de personnes et d'avoir confiance en soi en allant voir la CCI, d'aller voir
le système, en tout cas le dispositif Pépite, comment on arrive à passer le cul sur la chaise à tout ça? Eh bien, de faire passer l'esprit d'entreprendre et l'envie d'entreprendre. J'aurais tendance à dire, à répondre de manière très simple, hein, de faire passer le message à des partenaires qui vont croire dans le projet. Hein. Ça, c'est vraiment le point important. Les deux étudiants que je vous montre là, donc vous avez bien compris qu'ils n'avaient jamais fait de management. Hein, vraiment, c'est pur jus à pas santé. Management, zéro. Ils sont arrivés à l'école universelle de management. Donc, si on n'est plus en STAPS, on est en sciences de gestion. Il y a un des deux, il est major. Il est master, major. C'est-à-dire qu'en fait, tous les outils, avec la volonté, hein, un entrepreneur, quand on porte un projet d'entreprendre, 24 heures, ça ne suffit plus, quoi. Il y a une motivation, j'en ai un peu parlé plusieurs fois, qui chez eux était extrême. Et donc, avec une motivation extrême, on arrive à un moment avec un bon produit, évidemment. Hein. Si derrière, ça ne marche pas, si la chaussette est trouée, on ne va pas la vendre, ça c'est sûr. Mais avec une bonne idée, un bon produit, et d'être persuasif. Hein, je dis souvent, il faut éviter de tomber dans le mythe de Cassandre. Hein. Cassandre avait la vision de voir les choses, mais n'avait pas du tout le pouvoir de conviction. Donc, ça ne sert à rien, quoi. Hein, donc, ces entrepreneurs ont à la fois une vision, une idée, un concept souvent très innovant, mais en plus ont la capacité de convaincre des partenaires ou de vendre tout simplement le projet. Hein. Le premier slide, vous avez vu les différents concours. Hein, ils ont été vraiment, ils ont fait le marketing de leur projet d'innovation, de création et d'innovation derrière, et rendre, je dirais, intelligible avec un certain nombre de partenaires. Et l'entrepreneuriat, c'est toujours pareil. Hein. Bon, encore une fois, j'ai dit que je ne parlerai pas de financement et de points juridiques. Ça, pour moi, c'est accessoire. Si on a un bon produit, un bon concept, l'argent, il y en a. Et l'histoire du juridique, à la rigueur, on délègue ça à un expert comptable, à un avocat, etc. Ils font bien leur job et basta. C'est pas le problème, il n'est pas là. Le problème, il est qu'est-ce qu'on va faire et comment transformer cette vision en quelque chose de concret, que ce soit en termes de produits, de services, d'équipements, on en a évoqué plusieurs fois. Donc tout cela sont rajoutés, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, l'écosystème entrepreneurial local. Hein, et donc évidemment, c'est des gens qui ne sont pas forcément inconnus, je dirais, de l'écosystème du coup de l'université, parce que ces gens-là sont partie prenante par rapport à l'entrepreneuriat et autre chose. Hein. L'ostéopathe, par exemple, c'est pas forcément axé que sur l'entrepreneuriat. Hein. L'installation d'un ostéopathe, c'est une profession d'abord qui est tout juste réglementée. À la différence des étudiants que j'ai, chaque étudiant ou groupe d'étudiants ont un projet entrepreneurial plus précis. Et c'est différent d'un projet à un autre. Les professions réglementées, un architecte qui s'installe, un médecin qui s'installe, etc. C'est aussi des entrepreneurs, hein, un commerçant qui s'installe, mais c'est toujours le même fil conducteur. Il n'y a pas de grande différence. Donc on peut, pour rebondir encore sur la question de tout à l'heure, on peut créer une entreprise, et heureusement, sans avoir d'idée. Hein, monter un magasin de sport, je veux dire, pas besoin de faire des études. Hein. Ça c'est déjà fait. Oui, et puis en plus, ça c'est déjà fait. Hein, donc il n'y a pas besoin de faire des grandes études. Après, de travailler sur un nouveau concept de magasin de sport, alors, je vais raconter ma vie, mais je suis intervenu il y a 10 jours à Grenoble, dans un master à Grenoble, où, s'il y a des Grenoblois parmi vous, donc hormis Decathlon, donc le principal magasin de sport, il s'appelle Espace Montagne, et donc il se trouve que c'est un ami, le patron, il est en train de mettre en place donc un nouveau système de supply chain, c'est-à-dire de logistique, qui va chanter les centrales d'achat. Parce que dans le domaine de la distribution d'articles de sport, ce qu'ils font aujourd'hui la pluie et le beau temps dans nos pays développés, c'est les centrales d'achat. Et donc son idée, c'est évidemment pour contrer le e-commerce, d'enlever un intermédiaire et donc évidemment enlever un coefficient multiplicateur sur le prix. Et il travaille directement avec les marques, notamment Picture, mais aussi Salomon, Ski Rossignol et d'autres, justement pour inventer un nouveau système de distribution un peu novateur où le client serait mis en avant. On parle beaucoup d'expérience client. Si à l'occasion, si vous allez sur Grenoble, allez à Espace Montagne, ils ont justement commencé à travailler autour de Picture où il y a une interactivité entre le client, le sportif, le consommateur et la marque. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'ils s'aperçoivent, c'est que les marques s'écartent de plus en plus de leurs clients. Ils les connaissent de moins en moins.
Et donc, du coup, il faut inventer. Alors, c'est pas en passant par Internet et les réseaux sociaux qu'on va forcément mieux connaître son client. Et donc là, on est aussi, je dirais, à la fois dans l'innovation et dans l'entrepreneur, ce directeur donc, de cette enseigne. Et donc, comme je dis souvent, un entrepreneur pathologique parce qu'il est aussi investi dans d'autres entreprises, etc. etc. On sent que ça bouillonne d'idées. J'aurais peut-être pas dû vous vendre 3 parties, c'est-à-dire la 3e maintenant, c'était d'aller boire un coup. Hein, c'était ça. Je vois les signaux de l'ex-rugbyman qui dit que la 2e mi-temps est terminée. Donc on va remercier au nom de tous les étudiants ici notre intervenant. Donc, je vous remercie aussi. Et vous applaudissez vous-même donc la filière management de faire SAPS. Merci à vous tous. Oui, merci Bonne beaucoup. soirée.